Bonsoir à tous pour cette avant-dernière conférence. Donc vous voyez, on va essayer de... les meilleurs sont à la fin, dit-on. Non, c'est pas vrai. C'était tout très bien. Donc je voudrais accueillir pour un sujet très important qui est l'alimentation et qui est un levier de prévention santé pour la ville de Bourg-en-Bresse. Je voudrais accueillir donc Nadia Ouled Salem, qui est maire adjointe à la solidarité, handicap, liens intergénérationnels, hygiène et santé publique, ville de Bourg. Ça fait une très grosse carte de visite, ça, non? Il en faut deux. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Charline Henry, diététicienne nutritionniste sur Bourg. Et moi, donc Baptiste Doja, je suis élu avec Nadia à la ville de Bourg. Je suis conseiller délégué en charge de l'alimentation durable, donc particulièrement de l'UPCF dont on va parler, j'imagine, pas mal. Tout à fait. Donc oui, le thème de cette table ronde, c'est l'alimentation, qui est un levier de prévention. Ça, on l'a vu à peu près toute la journée. On a eu tout à l'heure plusieurs tables rondes sur la lutte contre l'obésité. On a même eu notamment sur la vieillesse, la prévention de la vieillesse, où les médecins insistaient aussi beaucoup sur la prévention. Vous avez des actions très concrètes pour lutter contre le surpoids et l'obésité. Tout à fait. Oui, ça marche. Oui, en fait, c'est vrai qu'on est parti d'un constat quand même, parce que on est des représentants d'une collectivité, la ville de Bourg-en-Bresse, et la question qui se pose, c'est pourquoi et quel peut être notre rôle sur la santé de nos concitoyens. Eh bien, on a pris ce rôle de prévention, notamment face au constat que en fait, des inégalités sociales, évidemment, sont sur notre territoire, et le constat qui est fait que de nombreux enfants, nombreuses familles, et bien dans de nombreuses familles, l'équilibre alimentaire est un vrai sujet. Certains enfants, on le verra tout à l'heure, ne connaissent pas certains légumes, ne connaissent pas certains fruits. Et on s'est rendu compte aussi, à travers différents constats, que l'activité physique aussi était en baisse dès l'enfance. Et notre rôle, justement, c'est de jouer... on doit jouer notre rôle pour éviter et pour contrer un peu ces méfaits. Oui, parce qu'en effet, on s'aperçoit que l'obésité est devenue un marqueur social, malheureusement. Tout à fait. Et on le verra par nos actions concrètes, justement, et des actions qui sont menées depuis plusieurs années sur le territoire et qui montrent justement des résultats que l'on constate déjà. Justement, avec la diététique, une action concrète, vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, dans le cadre des ateliers santé-ville, du coup, oui. On a un projet donc, de la cueillette à l'assiette qui s'articule sur 4 axes différents. Donc une première partie sur la santé bucco-dentaire qui permet finalement aux enfants d'apprendre les bons gestes. On a une partie également sur les jardins potagers, donc qui sont créés par les enfants et avec l'aide de des équipes pédagogiques. C'est-à-dire, je vous coupe, la cueillette à l'assiette, c'est-à-dire qu'il y a tout un projet pédagogique, c'est-à-dire qu'on va expliquer aux enfants, on va planter une graine, on va faire pousser une plante et puis on va manger. C'est ça le projet. Oui, en fait, ce projet, je me permets de reprendre la parole, et Charline, justement, qui intervient sur le terrain, illustrera cette action, puisqu'on dit projet d'action de la cueillette à l'assiette, mais ce n'est plus un projet, c'est une action très concrète sur le territoire. Et c'est une action qui est menée depuis plusieurs années sur la ville. C'est un projet, c'est une action soutenue par l'ARS financièrement et sur le budget de la ville de Bourg-en-Bresse. Et alors évidemment, ce sont des actions concrètes, comme l'a dit Charline, et elle y reviendra tout à l'heure. Mais c'est une continuité. On a voulu que cette action perdure sur le cycle de la scolarité de l'enfant, parce que vous le verrez dans l'illustration, c'est une action en lien avec les enfants et leurs familles. Alors justement, concrètement, quel est votre rôle? Que vient faire une diététicienne dans cette affaire-là? Du coup, j'interviens sur les ateliers alimentation, donc avec une psychologue également. Donc on intervient auprès des enfants, donc dès la petite enfance, puisqu'on intervient dans les établissements, dans les crèches justement. On a proposé par exemple, on a cuisiné avec les parents et les enfants une soupe par exemple lors d'une soirée, et puis après on a pu la déguster et échanger autour de l'alimentation du jeune enfant.
En maternelle, par exemple, on est parti d'une marchande avec des aliments en bois qui étaient présents dans la classe. Les enfants ont pu identifier les différents aliments, dire s'ils aimaient ou non, à quel moment on pouvait consommer ces aliments-là. La deuxième séance, on a, à partir d'une chenille des aliments, donc l'équivalent de la pyramide alimentaire du PNNS, on a classé les différents aliments. Et puis après, à la dernière séance, ils ont pu confectionner un set de table finalement qui reprenait cette chenille des aliments et puis leur petit déjeuner idéal, mais qui reste équilibré. Donc voilà, sur différents thèmes. En primaire, on peut aller un peu plus loin avec les classifications NOVA, SIGA, des aliments transformés ou non. Le plaisir de manger avec des dégustations en pleine conscience, enfin voilà, sur différents thèmes. Donc si je comprends bien, l'action de la municipalité, elle est déjà dès le début, quoi. On prend très tôt pour réapprendre. Tout à l'heure, on évoquait ensemble, lorsqu'on a préparé cette réunion, que certains enfants ne connaissaient pas des légumes, notamment. Tout à fait. Et justement, par le jeu et par l'apprentissage et par la découverte, voilà, ça, évidemment, ça porte ses fruits. On se rend compte qu'il y a vraiment un impact très positif, et je peux le dire aujourd'hui au nom de l'équipe municipale parce que ça fait plusieurs années que cette action est menée. Et en fait, alors moi, c'est vrai que ce qui m'avait marqué un jour sous mon ancienne délégation, quand j'avais l'action éducative, et on était lors d'un conseil d'école, et une maman représentante de parents d'élèves qui disait mais moi, je suis vraiment contente de cette action qui est menée dans l'école parce que mon fils ne prend plus de coca au petit déjeuner. Ah oui, d'accord. Donc on partait vraiment de loin, et vraiment, cette maman était vraiment soulagée. Et voilà, c'est malheureusement pour certains le quotidien. Et puis, le rôle de la collectivité, c'est aussi d'intervenir et d'aider ces familles. Mais d'ailleurs, je vois que la ville est très active sur le sujet, car je crois qu'il y a une unité de production culinaire flexible. C'est 2300 repas par jour, je crois. Oui, je rebondis là-dessus. Effectivement, depuis les débuts des années 2000, il y a ce qu'on appelle l'UPCF, donc c'est l'unité de production culinaire flexible. En gros, c'est la cantine centrale et municipale de la ville de Bourg-en-Bresse. Centrale parce qu'il y a un lieu de production pour l'ensemble des écoles. Donc il y a 18 restaurants scolaires qui sont livrés, 9 espaces de petite enfance, et puis le restaurant universitaire aussi qui est fourni et qui est sur place. Voilà, donc c'est de la liaison froide régulièrement. C'est livré directement dans les écoles, mais c'est tout produit au même endroit, ce qui permet aussi de rationaliser et de mieux travailler sur les différents process de fabrication des repas et de faire évoluer les choses aussi plus facilement. Mais voilà, du coup, c'est une responsabilité forte pour la mairie de Bourg. C'est pas rien de fournir des repas au quotidien pour les enfants de la ville, les enfants des écoles. Donc il y a une responsabilité sanitaire, il ne faut pas empoisonner les enfants, mais il y a aussi une responsabilité, on en parlait tout à l'heure. C'est pas le genre. Non, voilà. Une responsabilité aussi sociale, voilà, de rendre accessibles ces repas tout en préservant leur qualité nutritionnelle. Et maintenant se rajoute aussi une responsabilité environnementale avec la loi Egalim sur la provenance des produits, une responsabilité même on va dire économique ou territoriale, parce qu'on essaye de s'inscrire dans la démarche de l'agglomération avec son plan alimentaire territorial, les filières courtes, on pourrait parler d'agri-local, etc. Mais tout ça fait que ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut quand même et c'est aussi tout l'enjeu d'avoir une diététicienne. Donc Charline intervient aussi beaucoup sur la restauration municipale, quoi. Sur l'élaboration des menus. Donc là, vous prenez comment on élabore des menus pour 2300 repas. Du coup, pour élaborer les menus, je me base sur le PNNS, donc le Programme national de nutrition santé, et également sur le GRCN, donc ancien GEMRCN, c'est le groupe de restauration collective et nutrition. Donc finalement, je me base sur ces recommandations pour élaborer les menus sur 20 repas, puisque l'équilibre alimentaire, il ne se fait pas sur un seul repas, pas sur une seule journée, mais sur 20 repas consécutifs en restauration collective. D'accord. Donc voilà. C'est un calcul de calories ou pas du tout ? Non, pas du tout, mais plutôt, je dirais, les familles d'aliments, entre guillemets. On va regarder s'il y a qui est tant de féculents sur 20 jours, tant de légumes. On va regarder qui est tant de poissons, tant de viande, etc. Voilà, donc c'est sur ces recommandations. Et des repas végétariens aussi ? Et maintenant, depuis le 1er novembre 2019, un repas végétarien par
par semaine, ce qui permet aussi d'inclure du coup les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, etc., au menu qui était souvent un peu oublié dans les restaurations collectives et un peu boudé par les enfants aussi. Voilà. Vous trouvez des astuces pour faire manger les enfants? Est-ce que vous camouflez des betteraves, je ne sais quoi? Je pense à ça parce que j'ai mangé un steak de betterave il n'y a pas longtemps et quand on m'a dit que c'était des betteraves, j'étais surpris, quoi. Et ben demain midi, il y a betterave en entrée et parmentier de lentilles, je crois. Donc si je comprends bien, vous m'invitez alors. Avec plaisir. On ouvre les restaurants scolaires aux parents, aux représentants, aux parents délégués. Alors évidemment, sur inscription, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais oui, c'est ouvert justement pour qu'ils sachent ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une slide sur juste 10 secondes, mais il y a une semaine, ce qu'on appelait la semaine du goût avant, on l'appelle la semaine de l'alimentation durable maintenant, justement pour montrer que toutes les équipes sont mobilisées pour continuer et améliorer encore la qualité nutritive des repas, de conserver cette accessibilité sociale aussi, tout en essayant de se challenger avec la loi Egalim, voire même d'aller un petit peu plus loin, en mobilisant justement toutes les équipes et de se dire comment on continue à améliorer encore notre empreinte environnementale, mais aussi en profiter pour faire un support à de l'éducation, parce que l'alimentation, on le sait, c'est une entrée pour plein d'autres choses. La santé, d'ailleurs, c'était l'objet de la journée d'aujourd'hui, mais l'alimentation, c'est une entrée pour discuter de sociabilité, de discuter d'alimentation, de production alimentaire, du territoire. Voilà. Et donc, du coup, on a un gros travail en ce moment, à la fois pour petit à petit se passer des emballages plastiques, mais aussi augmenter la part du bio, du produit de qualité, des produits locaux. Et c'est aussi pour ça qu'on organise cette semaine de l'alimentation durable au mois d'octobre, pour sensibiliser et mettre un petit coup de projecteur, on va dire, sur ces questions-là. Alors, ces actions, elles sont évidemment essentielles, mais bien manger, ça coûte cher. Comment fait-on quand on est d'une famille qui n'a pas beaucoup de moyens pour que ses enfants mangent correctement à la cantine d'à Bourg? Comment ça se passe? Tu vas en dire. Eh ben, alors, il y a deux choses. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un vrai choix municipal qui est fait à Bourg-en-Bresse, comme dans d'autres villes, mais de pas simplement... On prend le coût global, puis on le divise par le nombre de repas, et puis on envoie la facture, quoi. Il y a un vrai investissement. Voilà, la ville de Bourg soutient financièrement. Quand on dit qu'on veut rendre accessible, c'est pas simplement envoyer un petit prospectus, c'est mettre les moyens. C'est-à-dire que l'UPCF, plus il y a d'enfants qui y vont, plus ça coûte de l'argent à la mairie. Mais c'est pas un problème, c'est notre projet. C'est l'idée, mais on n'est pas les seuls. Donc il y a des aides financières, oui. Il y a on subvient aux besoins de parents qui ne peuvent pas payer. Ouais, c'est un choix municipal que d'adapter les tarifs cantine. Et évidemment, comme l'a dit Baptiste, il y a aussi quelque chose qu'on n'évalue pas. Enfin, on l'évalue pour nous, pour notre budget, mais en tout cas, on l'impacte pas aux familles. C'est le temps de surveillance, c'est la valeur RH. Hein. Mais évidemment, à Bourg, un repas équilibré et de qualité, il va de 60 centimes à 3,70 €. Donc voilà, et c'est un choix municipal et les prix varient très très peu d'année en année. Voilà. Et ça coûte 9 € un repas. Oui, c'est important parce qu'on s'est aperçu que durant la crise du Covid, comme les écoles étaient fermées, il y avait des enfants qui ne mangeaient pas. Tout à fait. C'est là où on voit on ne peut pas faire n'importe quoi, voilà. Parce que c'est une véritable responsabilité de le faire nous-mêmes en gestion directe. Donc ça nous impose un certain nombre de choses, mais ça nous semble... parmi toutes les autres actions d'une municipalité, évidemment, mais vraiment une action prioritaire. Et voilà, et on en revient aussi au fait de s'appuyer sur aussi une expertise, et puis sur vraiment les équipes, parce que ça me semble vraiment important quand on veut prendre en compte tout ça. Il faut que les équipes à la production, les équipes de gestion, de livraison, la surveillance, les animations, les équipes pédagogiques soient aussi mobilisées là-dedans, et c'est vrai que c'est un peu une chance qu'on a à Bourg, parce qu'on pourrait très bien juste avoir les freins, dire nous, on veut augmenter la part du bio, puis nous dire oui, mais ça va coûter cher, ou c'est plus compliqué à faire, les produits frais c'est sympa, mais il faut les préparer, etc. Et là, on sent vraiment une dynamique collective d'avancer vraiment collectivement. Alors c'est pas le monde des bisounours non plus, hein. On change pas du tout au tout du jour au lendemain,
Mais on avance. Voilà. C'est vrai que le sujet est tellement vaste et intéressant avec toutes les initiatives. Moi, je voudrais qu'on parle aussi un peu de l'épicerie solidaire. Tout à fait. Et j'allais le dire, il y a une continuité parce que l'enfant passe du temps à l'école, mais il a aussi le temps dans sa famille. Et puis, il y a tout l'environnement qui est autour de cet enfant, très important pour nous. Donc, oui, il y a l'épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, alors... j'allais dire, c'est un concept, hein, l'épicerie solidaire, c'est un dispositif qui existe sur la ville et depuis 20 ans maintenant, 21 ans. Et c'est un projet qui a été soutenu par la ville, à la fois financièrement et, j'allais dire, par une mise à disposition de locaux, puisque l'épicerie solidaire à Bourg-en-Bresse a été installée dans un ancien restaurant scolaire d'une école. Alors, c'est pas neutre, hein, parce que c'est aussi avec des frigos, et ce qui permet aussi, comme il y a des ateliers cuisine qui sont mis en place, en plus de tout, parce qu'une épicerie solidaire, c'est j'allais dire, c'est comme un commerce de proximité, mais avec des tarifs qui peuvent aller jusqu'à 30% de moins, avec des produits de qualité, avec des produits frais. Et c'est destiné à un public qui a des difficultés financières. Alors, difficultés financières installées sur la durée ou des difficultés financières ponctuelles. Et notamment, les publics un peu nouveaux, ce sont des retraités qui sont bénéficiaires de l'épicerie solidaire. Les étudiants peut-être maintenant. Voilà, j'allais le dire, les étudiants, et notamment avec la crise sanitaire. Donc voilà, et cet accompagnement à l'épicerie solidaire, on ne vient pas à l'épicerie solidaire pour acheter un produit et repartir. On s'inscrit, j'allais dire, dans un parcours pour aussi avoir un suivi. Et je le disais tout à l'heure, il y a des produits frais et c'est très important pour nous parce qu'on sait que quand le budget alimentation est restreint, et ben la première variable d'ajustement, c'est les produits frais. Donc voilà, il y a des carnets de recettes qui ont été mis en place dans l'épicerie solidaire pour qu'il y ait une continuité, pour que les familles qui ont cuisiné certains légumes, certains fruits, puissent continuer à le faire chez eux. Et puis, alors c'est une épicerie solidaire, j'allais dire un peu temporaire, qui s'est mise en place justement face à la crise sanitaire en janvier, notamment pour les étudiants. Ça a été une initiative de l'université Lyon 1, de l'IUT, et elle s'est installée justement dans les locaux de l'UPCF en partie. Et ça a permis à des étudiants de faire face, de ne pas oublier de manger, de pas oublier de manger tout court déjà, et puis de manger équilibré, de ne pas faire l'impasse sur certains produits, et toujours dans l'esprit de prévenir certaines maladies liées à l'alimentation. Je voudrais qu'on évoque aussi les carrés potagers là, dans différents lieux. Ça m'intrigue. Voilà, alors on va revenir dans les écoles, oui. Puisque on fait un saut. Hein, voilà, on passe d'un. Est-ce que Charline est toujours concernée dans tous les projets au sein des ateliers Santé-Ville et de l'UPCF. Oui. Du travail, ça. Ah oui. On a besoin d'elle, on la garde. Donc oui, les carrés potagers, ce sont alors il y en a différents types sur la ville, puisqu'on disait tout à l'heure, les écoles sont sur le territoire. Les carrés potagers aujourd'hui sur toutes les écoles, donc les 25 écoles, sont dotées de jardins pédagogiques. Donc on l'a fait progressivement et au jour d'aujourd'hui, toutes les écoles sont dotées. Donc ça permet évidemment, donc c'est inclus dans le projet de l'école et c'est soutenu évidemment par l'équipe pédagogique et les enfants. Et donc voilà, ça permet on le disait tout à l'heure, certains ne connaissent pas certains légumes, ne connaissent pas certains fruits. Alors évidemment, les arbres fruitiers, il n'y en a pas beaucoup dans les écoles, mais on apprend la croissance de tels légumes, on arrose, on touche et voilà, c'est une vraie plus-value. Certains enfants rentrent chez eux et disent et demandent à leurs parents un petit carré potager sur le balcon. Donc voilà, quand on entend ça, on sent qu'on a fait un bout de chemin. Et puis sur le reste du territoire, on a aussi des jardins. Des jardins collectifs. Alors ça fait partie des jardins familiaux. On en a 5 sur la ville de Bourg et on a 2 jardins partagés. Les jardins partagés, on en a un sur la Ressouze. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin partagé ? Un jardin partagé, le jardin familial, c'est on cultive une parcelle mise à disposition par la ville de manière individuelle. Bon, on est à côté d'autres jardiniers, donc on crée du lien, on échange. Et un jardin partagé, c'est une parcelle, mais utilisée à plusieurs.
Donc voilà, c'est une autre façon aussi d'appréhender le jardinage. Et la ville se doit de maintenir ce lien social et remarque toute l'importance d'installer ces carrés, ces jardins. Voilà, donc c'est vrai que ça permet à des personnes. Alors l'objectif, évidemment, c'est de ne pas vendre sa production. Mais de la partager. Mais il y a de bons jardiniers, hein, il y en a qui ont de belles récoltes. Mais voilà, c'est sa propre consommation, c'est du plaisir. Voilà, c'est la rencontre, de l'échange, des conseils. Tout à fait. Écoutez, moi, le temps a passé à une vitesse stupéfiante parce que j'aurais souhaité qu'on puisse évoquer également, mais on n'aura pas beaucoup de temps vu le chronomètre, la clause environnementale. J'aurais souhaité qu'on évoque aussi l'agriculture locale. J'ai vu que vous travaillez beaucoup avec des producteurs locaux. C'est aussi une priorité? Oui, il y a différentes entrées. Alors, on pourrait parler des marchés, évidemment, hein, les 3 marchés qu'on a. Et puis, notre lien, la volonté de la ville aussi de s'intégrer pleinement dans le programme alimentaire territorial de l'agglo. On est quand même voilà, la ville-centre avec un lycée agricole. Donc ça, c'est pas anodin non plus. Moi, j'y tiens, en tout cas moi particulièrement, et je le fais savoir. Et que je pense vraiment qu'il faut qu'on intègre ça et qu'on continue à avancer ensemble sur ces sujets-là. Et puis en fait, avec les entrées et les moyens qu'on a, c'est-à-dire l'UPCF, alors dans la loi Egalim, il n'y a pas de local. C'est vraiment le côté qualitatif. Pour autant, c'est une volonté quand même de notre part de se dire, il y a des choses qui se passent sur le territoire. Il y a des filières, il y a AgriLocal par le département à la Chambre, il y a le PAT, il y a des labellisations, on a des belles productions sur le territoire. Ça serait quand même dommage de ne pas essayer de tout faire pour faire en sorte que ça puisse matcher. Alors après, il y a la commande publique, hein, c'est des marchés publics, on ne fait pas ce qu'on veut. Pour autant, on met en place tous les moyens possibles et imaginables pour réfléchir, voilà, avoir une approche globale et de se dire comment on avance là-dessus aussi, quoi. Écoutez, comme on a pu le voir grâce à cet échange très riche, il y a beaucoup de projets, de mise en place de choses. On voit que l'alimentation est quand même quelque chose de prise très au sérieux à la ville de Bourg. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, tout à fait. Alors oui, l'alimentation, on l'a développée, on a développé nos actions, on n'est pas allé, évidemment, on a un temps limité, donc on n'a pas pu tout développer, mais merci de nous avoir donné la parole sur ce... Avec plaisir. En tout cas, c'était important de mettre la lumière sur cette action qui nous est... à laquelle on est très très attaché. Et puis parce que l'alimentation, parce que la prévention santé, il y a un impact beaucoup plus global sur l'enfant, sur sa famille, à la fois sur l'estime de soi, à la fois sur sa confiance, à la fois sur la parentalité aussi. Voilà. Et puis on l'a dit à plusieurs reprises, sur ce lien social dont on a encore beaucoup plus besoin en ce moment. Voilà, et en tant que collectivité, en tant qu'élu, on est redevable de la protection de ce lien social. Écoutez, je vous remercie chaleureusement de cet entretien. Je vois que la prochaine conférence est déjà prête. Je voulais vous remercier. Merci.